Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma sœur Élise se pencher sur moi, ses lèvres ourlées d'un sourire triomphant, murmurant « C'est fini, Camille. Tes vacances, ton héritage, tout appartient plus. » J'étais morte, broyée sous les roues de cette voiture qu'elle avait elle-même dirigée vers moi sur la route sinueuse de la Côte d'Azur, et pourtant, dans cet instant suspendu entre l'agonie et le néant, une lumière blanche m'a englouti. Et puis, le choc, je me suis réveillée, haletante, dans mon lit parisien, 10 ans plus tôt, le jour où tout avait commencé à basculer, le cœur battant comme un tambour de vengeance. Élise, cette vipère dorée que ma famille chérissait plus que moi, allait payer, cette fois, je n'étais plus la brebis galeuse, mais la louve revenue des enfers. Je me suis redressé d'un bond, les draps froissés autour de moi comme un linceul abandonné. L'appartement du Marais, avec ses murs crème écaillés et ses poutres apparentes, sentait encore le café fraîchement moulu et le croissant tiède que j'avais l'habitude de grignoter avant de filer au bureau. Mais ce n'était pas hier, non, c'était 2015, l'année où papa avait annoncé, lors d'un dîner familial tendu à notre maison de campagne en Normandie, que les vacances tant attendues en Provence, celles que j'avais planifiées pendant des mois, économisées sou par sou de mon salaire modeste de graphiste freelance, seraient offertes à Élise. Elle en a plus besoin que toi, Camille. Elle est l'aînée, la promise, celle qui porte le nom de la famille avec fierté. Toi, tu as toujours été indépendante. Indépendante ? Le mot sonnait comme une insulte, un euphémisme pour superflu, encombrante. Élise, avec ses diplômes d'HEC, ses robes Chanel prêtées par maman et son fiancé banquier, était là, sœur dorée, la perle que nos parents polissaient depuis l'enfance. Moi ? La cadette rêveuse, celle qui préférait les croquis au Louvre au cocktail networking, celle qui osait défier les conventions familiales en refusant le mariage arrangé avec le fils d'un associé de papa. Assise au bord du lit, je passais une main tremblante sur mon visage jeune, intact, sans les rides d'amertume que la vie m'avait gravées avant ma chute fatale. 10 ans. 10 ans de trahisons accumulées comme des poisons lents, Élise sabotant mes promotions au travail en répandant des rumeurs de paresse créative auprès de nos contacts communs, maman détournant mon héritage pour financer les caprices de sa petite reine, papa, le grand industriel du vin bordelais, feignant l'aveuglement face aux mensonges d'Élise sur notre enfance commune, ces nuits où elle m'enfermait dans le placard pour m'apprendre la patience, ou ces lettres que j'écrivais à des amants imaginaires qu'elle déchirait en riant. Et le summum, ce voyage en Provence, volé non pas pour un caprice, mais pour sceller une alliance matrimoniale qui m'aurait sauvé de la précarité grandissante. Au lieu de cela, j'avais cédé, ravalé ma rage, et cela m'avait mené droit à la mort. Un accident, orchestré par Élise, jalouse de mon unique tentative de rébellion, un projet d'exposition solo qui menaçait de l'éclipser. Mais pas cette fois. Cette fois, je connaissais chaque fissure de leur armure. Je me levai, enfilai un jean slim et un pull en cachemire gris, des reliques d'une garde-robe que je n'avais plus les moyens de renouveler dans ma vie précédente, et sortis dans les rues embrumées de Paris. L'air automnal portait l'odeur des feuilles mortes et des marrons grillés des vendeurs ambulants. Place des Vosges, je m'arrêtai devant un café, commandai un expresso serré, et sortis mon carnet de croquis. Dessiner avait toujours été mon refuge, mais désormais, ce serait mon arme. J'esquissai un plan, d'abord, infiltrer le dîner familial de ce soir-là, feindre l'innocence, mais planter les graines du doute. Élise adorait les jeux de pouvoir, je lui en offrirais un qu'elle ne pourrait refuser. Le soir tomba comme un rideau de velours noir sur la maison de mes parents, un hôtel particulier du 16e arrondissement au balcon forgé et au lustre en cristal qui scintillait comme des mensonges. Papa, avec sa cravate Hermès et son accent bordelais roulant comme un vin millésimé, trônait en bout de table. Maman, silhouette filiforme dans sa jupe crayon lanvin, disposait les couverts avec une précision chirurgicale. Et Élise. Ah, Élise, arrivée en retard comme à son habitude, dans une robe rouge sang qui hurlait, « Regardez-moi. » Chérie, s'exclama maman en l'embrassant sur les deux joues, tandis que je recevais un effleurement distrait. Nous nous assîmes, le cristal tinta, et le premier plat au foie gras truffé apparut comme un présage de la graisse qui engorgeait nos liens familiaux. Camille, ma fille, commença papa en versant du château Margaux, nous avons une nouvelle importante. Pour les vacances d'été, j'ai décidé d'offrir à Élise un séjour inoubliable en Provence. Tu sais, le mas que nous possédons près d'Aix avec la piscine infinie et les vignes. Elle le mérite, après son triomphe à l'expo de la FIAC. Ses yeux évitaient les miens, comme toujours. Élise roucoula un merci, sa main effleurant celle de maman avec une tendresse calculée. Dans ma vie précédente, j'avais souri faiblement, avalé la pilule amère,
et passer l'été à Paris à boucler des contrats mal payés. Mais ce soir, je sentis la rage ancienne bouillonner comme un volcan sous la croûte de la politesse. C'est une excellente idée, papa, dis-je d'une voix douce, presque chantante, en levant mon verre. Tous se tournèrent vers moi, surpris par mon absence de protestation. Élise a toujours su briller là où les autres s'éteignent. Mais... et si je l'accompagnais? Juste pour m'assurer que tout se passe bien. Après tout, je suis la petite sœur attentionnée. Élise plissa les yeux, un éclat de suspicion dans son regard bleu glacier. Voyons, Camille, tu détestes la chaleur provençale. Et puis, j'ai besoin d'intimité avec Victor mon fiancé, tu te souviens? Il nous rejoindra là-bas. Victor. Le banquier aux mains moites qui, dans ma timeline brisée, m'avait dragué en secret, avant qu'Élise ne le manipule pour ruiner ma réputation. Je souris plus largement. Précisément. Je pourrais documenter le tout. Des photos, des croquis. Pour un album familial. Ou mieux, pour exposer au salon d'automne. Imagine, les vacances dorées de la famille Dupont. Ça sonne chic, non? Papa hésita, flatté par l'idée d'une immortalisation publique. Maman hocha la tête, ravie à l'idée d'un vernis social supplémentaire. Élise, elle, serra les lèvres, mais ne put refuser sans passer pour l'égoïste. Si tu insistes tant. Mais ne me gêne pas, d'accord? Victoire numéro 1. Le dîner se poursuivit dans une tension feutrée, entre anecdotes sur les cousins de Bordeaux et ragots sur les voisins du faubourg Saint-Honoré. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, gravant un serment silencieux, je révélerai le secret que j'avais emporté dans la tombe, celui d'Élise, la parfaite, qui avait falsifié des documents pour s'approprier une partie de l'héritage de grand-mère, me laissant à la rue après la mort de papa dans ma vie précédente. Non, cette fois, je creuserai, je fouillerai, et je la noierai dans ses propres mensonges. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation feinte. Je passai des heures dans les archives familiales, sous prétexte de recherche pour mon projet artistique. La maison de Normandie, avec ses greniers poussiéreux et ses cartons jaunis, gardait encore les traces de notre enfance, mes dessins d'enfants, froissés, les trophées d'Élise, polis à l'excès. Et là, dans un coffret en acajou, je trouvai la première preuve, une lettre de notaire datée de 2010, confirmant que grand-mère avait légué à parts égales à ses 2 petites filles. Mais Élise avait ajouté une clause forgée, me déshéritant au profit d'une association caritative qu'elle contrôlait. Le papier craqua sous mes doigts comme une peau qui se fend. Rage ou pas, je rangeai la lettre dans mon sac, le cœur cognant. Ce n'était que le début. Le départ pour la Provence approchait. Paris s'effaçait derrière nous dans le TGV cliquetant, Élise et moi assises face à face en première classe, un luxe que papa avait imposé pour maintenir les apparences. Elle scrollait son téléphone, postant des selfies filtrés sur Instagram, vie de rêve Provence chic. Je feignais de dormir, mais mon esprit cartographiait chaque faille. Victor nous rejoindrait à la gare d'Aix, c'était l'occasion parfaite pour semer le doute. Tu sais, Élise, murmurai-je quand elle leva les yeux, Victor est si charmant. J'ai toujours envié ta chance. Mais... il m'a écrit, une fois. Juste pour discuter de mes expositions. Rien de plus, bien sûr. Son sourire se figea, un masque de porcelaine fissuré. Évidemment. Les hommes comme lui apprécient l'art. Mais ne t'illusionne pas, Camille. Tu es talentueuse, mais pas pour ça. À notre arrivée au mas, l'air embaumait le thym et le romarin, les cyprès se dressant comme des sentinelles contre le ciel azur. La piscine miroitait, bordée de lavande, et les vignes s'étendaient en terrasse jusqu'aux collines. C'était le paradis volé, et je le savourais déjà comme une poison sucrée. Victor arriva en Aston Martin rutilante, embrassa Élise avec une possessivité qui me fit ricaner intérieurement. « Camille » s'exclama-t-il, me serrant dans ses bras un peu trop longtemps. « Élise m'a tant parlé de tes talents. Montre-moi tes croquis, un de ces soirs ?» Élise s'interposa, riant nerveusement. « Plus tard, chérie. Allons plutôt siroter un rosé au bord de l'eau. » Les premiers jours furent un ballet de faux-semblants. Je dessinais inlassablement, Élise en pose languide sous les oliviers, Victor fumant un cigare en regardant les étoiles, des paysages où la beauté cachait la pourriture. Mais la nuit, seul dans ma chambre au volet clos, je fouillais le téléphone d'Élise emprunté sous prétexte d'une photo et y découvris les messages, des échanges avec un avocat véreux, planifiant le détournement final de l'héritage après le mariage.
Et pire, une conversation avec maman, confessant avoir, accidentellement, renversé du vin rouge sur mes dossiers d'exposition l'année précédente, sabotant ma carrière naissante. Les larmes me piquèrent les yeux, mais je les ravalai. Pas de faiblesse. Pas maintenant. Le soir du 4e jour, lors d'un dîner aux chandelles sur la terrasse agneau rôti aux herbes, vin de la propriété, je lâchai la première bombe. Élise, souviens-toi de cette lettre de grand-mère? J'ai retrouvé une copie dans les archives. Intéressant, non, cette clause sur l'association caritative. Celle que tu présides, d'ailleurs. Le silence tomba comme une guillotine. Papa toussa, maman piqua du nez dans son assiette. Élise blêmit, puis rit un rire perçant, faux comme un billet de Monopoly. Qu'est-ce que tu insinues, Camille? Une erreur administrative, voyons. Grand-mère voulait que je gère ça pour la famille. Victor fronça les sourcils, jetant un regard interrogateur à sa fiancée. Je haussai les épaules, innocente. Oh, rien. Juste. Curieuse. Après tout, ces vacances sont pour célébrer l'unité familiale, non? La tension s'installa comme une brume provençale. Élise m'évitait, murmurant à l'oreille de Victor des calomnies que je pouvais deviner. Camille est jalouse, tu sais. Elle invente des histoires pour attirer l'attention. Mais Victor, ce soir-là, frappa à ma porte avec une bouteille de cognac. Parle-moi de cette lettre, dit-il, s'asseyant sur le lit défoncé. Je lui montrai la copie, expliquant calmement les irrégularités au daté à l'encre qui ne collait pas, signatures approximatives. Ses yeux s'écarquillèrent. Si c'est vrai. Élise m'avait dit que c'était un legs direct. Mon argent est investi là-dedans, via notre fonds commun. Jackpot. La graine était plantée, la discorde germait. Le lendemain, une tempête éclata littéralement. Le Mistral hurlait, fouettant les volets, tandis que je confrontais Élise dans la cuisine, loin des oreilles indiscrètes. Tu penses m'avoir eu, hein? Comme toujours. Mais cette fois, je sais tout, les rumeurs au bureau, les lettres déchirées, et maintenant ça. Elle se tourna, un couteau à la main pour trancher des tomates, et son regard vira au noir. Tu n'as rien, Camille. Jamais rien eu. Maman et papa m'aiment plus parce que je suis meilleur. Et pour le reste. Accident ou pas, qui croira la petite ratée? Le mot « accident » plana comme une menace. Dans ma mémoire, c'était sur cette même route escarpée, lors du retour, qu'elle avait dérapé ou feint de déraper. Je reculai, mais pas par peur, par calcul. Peut-être. Mais Victor, lui, commence à douter. Et si je lui montrais tes messages? Elle bondit, le couteau claquant sur le comptoir. Espèce de traîtresse. Tu vas tout ruiner. Sa voix montait, hystérique, et pour la première fois, je vis la fissure. La sœur dorée n'était qu'une coquille vide, rongée par la peur de perdre son trône. Je sortis, laissant la porte claquer, et appelai discrètement un avocat à Paris, un contact de ma vie précédente, un homme droit que j'avais ignoré par loyauté familiale. Vérifiez ces documents, s'il vous plaît. Discrètement. La machine était lancée. Les jours suivants furent un chaos maîtrisé. Victor questionnait Élise sur l'héritage, des disputes éclataient la nuit, filtrant à travers les murs en pierre. Papa, sentant le vent tourner, me prit à part lors d'une promenade dans les vignes. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu sembles changer. Changer? Ressusciter, plutôt. Je lui racontai une version édulcorée, mes doutes sur Élise, les preuves accumulées. Ses épaules s'affaissèrent, le poids de la vérité le rattrapant enfin. J'ai toujours su qu'elle était ambitieuse. Mais voler sa sœur? Maman, apprenant la nouvelle via un appel paniqué d'Élise, arriva en hélicoptère. Oh oui, en hélicoptère, parce que même en crise, les Dupont voyageaient en grand. Camille, arrête ça tout de suite. Tu détruis la famille pour une broutille. Broutille. Je ris, un rire froid qui résonna dans le salon lambrissé. Une broutille? C'est mon avenir que vous avez sacrifié sur l'autel de sa perfection. Et maintenant, regardez, l'avocat confirme la fraude. Élise a détourné 200 000 € au mon héritage, papa. Le silence fut assourdissant. Élise hurla des dénégations, accusa la jalousie, la folie. Victor, blême, annula le mariage sur le champ, murmurant « Je ne peux pas épouser une menteuse ».
La tempête intérieure culmina ce soir-là, Élise, ivre de rosée et de rage, tenta de me pousser dans la piscine lors d'une altercation au bord de l'eau. « Meurs, salope !» « Comme tu le mérites, cria-t-elle, ses ongles griffant mon bras. Mais je me retournai, la projetant à l'eau d'un coup de coude précis appris dans un cours d'autodéfense de ma vie brisée. Elle remonta, crachant, hurlant pour de l'aide. Papa appela la police. Pas pour moi, mais pour elle ou pour la protéger, encore. Mais les preuves étaient irréfutables, l'avocat avait transmis les documents aux autorités, et les messages sur son téléphone, saisis par Victor, scellaient son sort. Fraude, diffamation, et tentative d'homicide. Le couteau de la cuisine portait mes empreintes, mais les caméras de surveillance du MAS en avaient capturé l'essentiel. Élise fut arrêtée au lever du soleil, menottée sur la terrasse, ses pleurs se mêlant au chant des cigales. Maman s'effondra en sanglots, papa blêmi, vieilli de 10 ans en une nuit. Moi? Je regardais, impassible, le soleil se lever sur les vignes, mes vignes, désormais. De retour à Paris, le twist me frappa comme un retour de flamme. L'avocat m'annonça non seulement la restitution de mon héritage, mais une révélation plus sombre, Élise n'était pas ma sœur de sang. Un test ADN, commandé par Victor dans sa fureur, confirmait que maman avait eu une liaison pendant une de ses escapades à Deauville. Élise, l'adorée, était une bâtarde, un secret que papa avait enterré pour sauver les apparences. La famille implosa, divorce, scandale dans le Figaro, exil volontaire de maman en Toscane. Papa, brisé, me légua la gestion des vignes bordelaises, murmurant « Pardonne-moi, Camille. J'étais aveugle. » Et moi? Je transformais le MAS en galerie d'art, exposant mes croquis vengeurs sous le titre « Ombre dorée ». Les critiques parlèrent d'un « chef-d'œuvre cathartique », imprégné de l'âme tourmentée de Paris. Victor revint, penaud, proposant un café que je déclinai poliment. Pas d'amour cette fois, seulement la liberté. Debout sur la colline provençale, le vent caressant mon visage, je sus que la vengeance n'était pas la fin, mais le début. J'avais volé en retour ce qu'il m'avait pris, ma voix, mon feu. Et dans ce paysage éternel, je renaquis, enfin entière. Non, attendez. Ce n'était pas la fin. Pas encore. Les mois suivants à Paris furent un vertige de reconstruction, mais les ombres du passé s'accrochaient comme la brume sur la Seine. J'avais gagné la guerre, ou du moins le croyais-je, mais la vengeance, cette maîtresse capricieuse, exigeait plus qu'une simple chute d'Élise. Elle réclamait une purge totale, un exorcisme des mensonges qui avaient empoisonné mon sang. L'héritage restauré aux 200 000 €, plus les intérêts accumulés en 10 ans d'investissement forcé me permis de quitter mon studio exigu du Marais pour un appartement haussmannien dans le 7e, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait la nuit comme un phare moqueur. Mais l'argent ne guérit pas les cicatrices, il les rend seulement plus visibles. Je repris mon travail de graphiste, mais avec une ambition nouvelle, une exposition solo au Centre Pompidou, thématisée autour de « la trahison fraternelle ». Les croquis de Provence devinrent des toiles monumentales où Élise noyée dans des vagues de lavande violette, ses yeux suppliants émergeant d'un tourbillon de pétales, Victor comme un Icare déchu, elle fondue par le soleil impitoyable de la trahison. Les critiques affluaient, Camille Dupont, la nouvelle muse de la jalousie moderne, infuse son œuvre d'un existentialisme cru, à la Sartre mais avec le tranchant d'une lame de guillotine. On me comparait à Louise Bourgeois, à ces araignées tissant des toiles de douleur familiale. Mais derrière les applaudissements, je sentais le regard d'Élise, même incarcérée à Fresnes, complotant depuis sa cellule. Un matin d'octobre pluvieux, un colis anonyme arriva à ma porte, une enveloppe Kraft, scellée d'une cire rouge sang. Dedans, une photo jaunie de notre enfance, moi, petite, ligotée dans le placard de Normandie, Élise riant devant la porte close. Au dos, une écriture tremblante, « Tu crois m'avoir vaincu ? Maman sait tout. Et papa. Il n'était pas si innocent. » Mon estomac se noie. Maman, en exil toscan, m'avait envoyé des cartes postales larmoyantes, implorant le pardon. Mais cela? C'était une déclaration de guerre souterraine. Je composais son numéro, le cœur battant. Maman? Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix, chevrotant à travers les lignes, « Oh, ma chérie. Élise m'a écrit. Elle dit que tu fabriques des histoires pour nous détruire. Et pour ton père. Il y a des choses que tu ignores. Des dettes, des secrets. Reviens en Normandie. S'il te plaît. » Je raccrochais, les mains moites. Les dettes? Papa, l'industriel intouchable,
avait toujours prôné la stabilité financière comme un dogme. Mais dans ma vie précédente, après sa mort, un infarctus foudroyant, que j'avais attribué au stress, j'avais découvert des factures impayées, des prêts usuraires contractés pour financer les extravagances d'Élise. Était-ce plus profond? Un appel à mon avocat confirma des irrégularités dans les comptes de la maison de vin, remontant à 2005. Fraude fiscale? Blanchard des fonds? La toile se resserrait. Élise, même derrière les barreaux, tirait les ficelles via maman, cette marionnette affaiblie par des années de soumission. Je décidai de retourner en Normandie, non par faiblesse, mais pour creuser. Le train filait à travers les champs moutonneux, la pluie battant les vitres comme des regrets. La maison familiale, perchée sur les falaises de Honfleur, semblait hantée, volets clos, jardin envahi par les ronces. Maman m'accueillit sur le perron, silhouette émaciée dans un châle de laine, les yeux rougis. Camille. Ma pauvre petite. Viens, j'ai du thé. Le salon sentait le moisi et les souvenirs rances aux portraits ancestraux nous toisant depuis les murs lambrissés. Elle posa une tasse fumante devant moi, ses mains tremblantes. Élise est innocente, tu sais. C'était moi qui ai falsifié les documents. Pour la protéger. Elle est tout ce que j'ai de bien en ce monde. La révélation me frappa comme un raz-de-marée. Maman? La fraude n'était pas l'œuvre d'une sœur ambitieuse, mais d'une mère dévorante, prête à tout pour ça, dorée. Pourquoi, murmurai-je, la voix brisée. Elle s'effondra en larmes, confessant une liaison avec un amant anglais pendant une saison à Deauville, Élise née de ce péché. Papa l'avait su, pardonné, mais imposé le silence. Pour compenser, maman avait surprotégé Élise, la parent d'or au détriment de moi, la vraie héritière. Et les dettes? Papa avait blanchi de l'argent pour couvrir les frais d'avocat lors d'un scandale mineur impliquant l'amant, un chantage qui avait saigné les vignes bordelaises. Tu étais forte, Camille, sanglota T.L. Tu n'avais pas besoin de nous. Élise, si fragile. Fragile? Je bondis, renversant le thé brûlant sur la table. Fragile? Elle m'a presque tué. Et toi, tu as volé mon avenir pour masquer tes erreurs. La dispute dégénéra, cris, objet volant, maman se recroquevillant dans un coin comme une enfant. Je partis en claquant la porte, mais pas avant d'emporter le coffret d'acajou rempli de lettres, de reçus, de preuves accablantes. De retour à Paris, je contactai un journaliste du Monde, un ami de ma vie précédente, une histoire de famille qui sent le soufre. Intéressé? L'article parut une semaine plus tard, le scandale Dupont, fraude, bâtardise et vengeance fraternelle. Les détails anonymisés pour moi, mais accablants pour eux firent les unes. Papa, déjà fragile, subit un AVC, maman, internée en clinique psychiatrique près de Lyon, écrivit des lettres de suicide que je lus sans émotion. Élise, de Fresnes, intégra un programme de réhabilitation forcée, ses appels allaient d'ignorer par un système qu'elle avait autrefois manipulé. Victor, ruiné par les investissements empoisonnés, disparut à Londres, laissant un mot, merci pour la vérité, Camille. Mais le vrai twist vint d'une source inattendue, papa, depuis son lit d'hôpital à Bordeaux, m'appela. Sa voix, un râle, viens, fille. Il y a plus. Je pris le premier vol, atterrissant dans l'odeur aseptisée de la chambre. Il me tendit un dossier jauni, des brevets pour une nouvelle variété de vigne, résistante au phylloxéra, que j'avais esquissé enfant dans mes carnets. C'était ton idée, Camille. Élise l'a volé, breveté à son nom en 2012. J'ai laissé faire. Pour la paix. Mais maintenant, reprends-la. Sauve la famille. Les larmes coulèrent enfin, pas de rage, mais de libération. Je signai les transferts légaux ce jour-là, transformant les vignes en coopératives éthiques, employant des femmes artistes comme moi. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Une nuit, un appel anonyme, Élise, évadé grâce à un gardien corrompu à un dernier fil de sa toile. Je viens te chercher, sœur. Cette fois, pas d'accident. Le frisson me parcourut, mais je souris dans l'obscurité. J'avais anticipé, caméra, serrure renforcée, et un pistolet légal dans mon tiroir au souvenir d'une France post-attentat où la peur forgeait des armures. Elle débarqua 3 jours plus tard, silhouette fantomatique sous la pluie de novembre, frappant à ma porte avec un marteau volé. Ouvre, Camille. C'est pas fini. J'ouvris, arme à la main, et la police, alertée par mon signal silencieux, l'arrêta sur le seuil. Son regard, empli de haine pure,
croisa le mien une dernière fois. « Tu es un monstre » cracha TL. « Non » répondis-je calmement. « Juste la survivante. » Elle fut condamnée à perpétuité, maman mourut en clinique d'un cœur brisé, papa me légua tout avant de s'éteindre paisiblement. Seul dans mon appartement, face à la tour Eiffel, je levai un verre de notre vin nouveau. La vengeance avait un goût amer, mais libérateur. Et pour la première fois, je dormis sans cauchemar. La paix, cette illusoire compagne, s'installa comme un voile fin sur ma vie réinventée. Les vignes bordelaises prospéraient sous ma houlette, la coopérative employant une vingtaine de femmes des veuves de la crise, des artistes marginalisés, des âmes cabossées que je formais à l'œnologie et au dessin. Mon exposition au Pompidou devint itinérante, voyageant jusqu'à Cannes où, lors d'une projection nocturne sur la Croisette, un producteur me proposa une adaptation cinématographique, un thriller familial à la Chabrol, avec des twists qui arrachent le cœur. J'acceptai, non pour la gloire, mais pour graver mon récit dans le marbre collectif de la France, ce pays où les secrets de famille se muent en opéra tragique. Pourtant, sous cette surface lisse, la tension couvait. Les rêves me hantaient, Élise riant dans l'eau de la piscine, maman chuchotant des mensonges à l'oreille de papa, et moi, éternelle spectatrice, hurlant dans le vide. La résurrection n'effaçait pas la mort, elle l'amplifiait, comme un écho dans les catacombes parisiennes. Un matin de printemps 2016, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un nuage rose, un lettre cachetée, confidentielle, glissa sous ma porte. L'expéditeur, un certain, L. Moreau, avocat de la cour. Dedans, une invitation à une audience privée à la Chambre des comptes, concernant les actifs cachés de la succession Dupont. Intrigué et un brin paranoïaque, je m'y rendis, traversant la Seine sous un ciel bas, l'île de la Cité se dressant comme un tribunal antique. La salle aux lambris sombres puait le vieux papier et les intrigues d'État. L'avocat Moreau, un homme sec au costume 3 pièces, me salua d'un hochement froid. « Mademoiselle Dupont, asseyez-vous. Nous enquêtons sur des transferts illicites impliquant votre père et une tierce partie. » Des documents s'empilèrent, virements vers des comptes offshore aux Caïmans, datés de l'année de ma mort, précédente 2025. Papa avait financé, en secret, une fondation pour Élise, même en prison, 500 000 €, détournés des vignes. Mais le twist, la tierce partie n'était pas Élise seule, mais un réseau des associés de Victor, banquier véreux qui lavait l'argent via des œuvres d'art falsifiées. Et moi? J'étais listé comme bénéficiaire dormante, un fantôme dans les papiers, car papa avait anticipé ma disparition, comme un sacrifice nécessaire pour apaiser Élise. La révélation me coupa le souffle. Papa n'était pas une victime, il était le marionnettiste en chef, un homme qui, pour préserver l'empire familial, avait pactisé avec le diable. Pourquoi me dire ça maintenant, demandai-je, la voix rauque. Moreau haussa les épaules. Votre père est mort, mais les comptes persistent. Vous êtes l'héritière légitime. Signez, et nous saisissons les fonds. Ou refusez, et le réseau s'effondre sans vous. Le choix était clair, plonger plus profond dans la boue, ou me laver les mains. Mais la vengeance, cette addiction française, me murmura, plus loin. Je signai. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire, perquisition chez les ex-associés de Victor, saisie d'œuvres dont une de mes toiles falsifiées, vendue comme un bourgeois authentique, pour 200 000 €. Le scandale éclaboussa la presse, l'empire Dupont, du vin au crime organisé. Mon nom circulait, non plus comme victime, mais comme justicière impitoyable. Des menaces anonymes affluèrent, fleurs mortes sur mon paillasson, appels muets à 3 heures du matin. Une nuit, un intrus força ma porte à un homme au service de l'un des banquiers, armé d'un silencieux. Je tirai la première, le blessant à la jambe, la police l'embarqua, marmonnant, « Ils disent que vous êtes maudite, mademoiselle. » La louve qui dévore sa meute. Maman, depuis sa clinique, m'écrivit une dernière lettre avant son suicide, un flacon de somnifère avalé sous les étoiles lyonnaises. Pardonne-moi, Camille. J'ai aimé Élise plus fort parce qu'elle était mon erreur, ma rédemption ratée. Toi, tu étais la vérité que je ne supportais pas, les mots me transpercèrent, mais je les brûlais dans le jardin de mes vignes, observant les flammes danser comme des spectres. Papa, dans son testament final, avait laissé une note, « Camille, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Prends tout, mais souviens-toi, la famille est une malédiction. Brise-la. » Je brisai. La coopérative devint une fondation indépendante, distribuant vignes et ateliers d'art à des familles immigrées algériens, marocains,
ces ombres de la France post-coloniale que ma lignée avait ignorées. L'exposition itinérante s'acheva à Marseille, où, lors d'un vernissage sur le Vieux-Port, un homme s'approcha, Victor, vieilli, cheveux grisonnants, un verre de pastis à la main. Camille. Je suis désolé. J'ai aidé à cacher les fonds, par peur. Mais voir Élise tomber m'a libéré. Il proposa une alliance, témoignée contre le réseau en échange d'une clémence. Je refusai. Trop tard, Victor. Va laver tes péchés ailleurs. Le climax survint à l'automne, lors d'une audience publique au palais de justice. Élise, extradée pour complicité dans le blanchiment, fut traînée en chien, son visage émacié méconnaissable. Nos regards se croisèrent à travers la salle bondée, le sien, empli d'une haine qui transcendait la folie. Tu as gagné, sorcière, siffla-t-elle quand on la fit passer près de moi. Mais en enfer, on se retrouvera. Le juge la condamna à 20 ans supplémentaires, le réseau s'effondra, des arrestations en cascade de Paris à Genève. Moi, je sortis sous la pluie, libre mais vidé, marchant le long de la Seine jusqu'au pont des Arts. Là, je jetai à l'eau les derniers fragments, une mèche de cheveux d'Élise, volée enfant, une photo de famille déchirée. La nuit, les rêves changèrent, plus de morts, mais des visions de Provence ensoleillée, de vignes lourdes de raisins. La vengeance avait un prix: solitude, paranoïa, mais elle forgeait une force adamantine. Et dans ce Paris éternel, où les amours se brisent comme du cristal de baccarat, je choisis la vie, un amant anonyme rencontré à un café de Saint-Germain, des voyages solitaires en train vers les Alpes, des toiles qui chantaient désormais la résilience plutôt que la rage. Élise pourrirait en cellule, maman et papa hantaient mes veines, mais ne me contrôlaient plus. J'étais Camille Dupont, la ressuscité, et la France, cette maîtresse impitoyable, m'avait enfin couronné. Pourtant, l'apaisement était un mensonge, un vernis craquelé sous lequel la pourriture persistait. L'hiver 2016 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards haussmanniens en labyrinthe gelé où chaque ombre semblait porter le visage d'Élise. La fondation prospérait, nos vins bio remportaient des médailles au salon de l'agriculture, les ateliers d'art formaient une génération de voix marginalisées, mais les nuits étaient peuplées de doutes. Était-ce assez? La vengeance, ce feu purificateur, avait consumé les coupables, mais laissait des cendres âcres dans ma gorge. Un appel de l'hôpital de Bordeaux changea tout, papa n'était pas mort. En coma artificiel depuis son AVC, il s'était réveillé, murmurant mon nom comme une prière païenne. Je pris la route en décapotable, filant sur la 10 sous un ciel d'étain, le vent fouettant mes cheveux comme une flagellation bienvenue. L'hôpital sentait le désinfectant et le regret, papa, branché à des machines bipantes, ressemblait à un reliquat de l'ancien régime pâle, fripé, les yeux creux. Camille, croassa-t-il, sa main squelettique cherchant la mienne. Je la serrai, non par amour, mais par curiosité morbide. Tu as tout pris, continua-t-il, un sourire tordu aux lèvres. Les vignes, l'honneur. Mais il reste un secret. Le dernier. Son souffle sifflait comme le Mistral. Élise n'était pas la seule bâtarde. Toi non plus. Le monde bascula. Moi? Pas sa fille? Il raconta, entre deux quintes de tout, une nuit d'ivresse à Bordeaux en 1985, maman engrossée par un ouvrier vigneron à un basque au sang chaud, mort dans un accident de moissonneuse peu après ma naissance. Papa avait adopté l'enfant illégitime pour sceller le silence, mais haïssait en secret cette tache sur son lignage pur. Élise, au moins, était de bonne souche, moi, j'étais le fruit d'une faiblesse prolétaire. J'ai favorisé Élise pour te punir, avoua-t-il. Pour que tu saches ta place. Mais en te voyant renaître, oui, je sais, les lettres de maman, j'ai compris. Tu es la plus forte. Prends le reste, les caves secrètes sous les châteaux, les 20 millésimés cachés pour la guerre. La révélation était un poison lent. Pas sa fille? Cela expliquait tout, l'indifférence froide, les faveurs à Élise, les accidents tolérés. Je quittai l'hôpital sans un mot, roulant à tombeau ouvert vers les vignes. Là, sous la lune gibbeuse, je descendis dans les caves voûtées un labyrinthe de tonneaux et de toiles d'araignées. Les bouteaux datés de 1945, du mouton Rothschild volé aux nazis, valaient des millions. Je bus une gorgée d'un 1982, le tanin amer comme la trahison, et pleurai enfin des larmes chaudes sur mes joues froides. Le retour à Paris fut une fuite. Je refusai l'héritage final, le léguant à la fondation pour éduquer les enfants des ouvriers comme mon père biologique. Mais Élise, flairant la faiblesse via des rumeurs de prison,
envoya un émissaire, une codétenue, une femme au regard dur, qui m'aborda dans un café du quartier latin. Elle dit que tu mens sur ton sang. Que tu es pire qu'elle, une imposture. Joins-toi à nous, on peut encore ruiner les Dupont. Je ris, un rire hystérique qui fit tourner les têtes. Dis-lui que le sang n'est rien. C'est le feu qui compte. Mais intérieurement, la fissure s'élargissait. Le climax approcha lors d'une réception à l'Élysée, invitation pour mon contribution culturelle. Parmi les huiles en smoking, Victor réapparut, désormais consultant pour un fonds éthique. Camille, écoute, le réseau n'est pas mort. Un dernier tentacule, lié à ton père. Ils veulent te rançonner avec les secrets de famille. Nous conspirâmes dans un alcôve, pastis contre champagne. Il avoua, amoureux de moi depuis le premier jour, manipulé par Élise. Laisse-moi t'aider. Pour de bon. Je l'embrassai, impulsivement à un baiser salé de larmes et de vin. La nuit, une embuscade, des hommes masqués envahirent mon appartement, exigeant les clés des caves. Victor et moi luttâmes, lui avec un tisonnier, moi avec mon pistolet. Coup de feu, verre brisé, sang sur les tapis perçants. La police arriva, alertée par un voisin, les assaillants fuirent, mais pas avant d'en laisser un, tatoué d'un symbole bancaire que Victor reconnut. C'est le cœur du réseau. À Genève. Nous partîmes le lendemain, train de nuit vers la Suisse, déguisés en touristes amoureux. Genève, avec ses lacs miroitants et ses banques opaques, était un nid de vipères. Nous infiltrâmes la Volte via un contact de Victor, une hackeuse freelance, payée en vain. Les documents, papa avait financé des armes pour des milices en Afrique via les vignes, blanchissant des millions en bouteilles fictives. Élise savait, et en prison, elle avait vendu l'info pour une réduction de peine. Le twist final, j'étais l'héritière légitime des dettes, 10 millions d'euros à rembourser, ou prison pour complicité post-mortem. Victor proposa de payer, avec mon âme propre, maintenant. Mais je refusai. Non. On brûle tout. L'incendie symbolique, nous fuîtes les docks aux gardiens, déclenchant un scandale international. Interpol arrêta les banquiers, Élise, trahie par ses alliés, fut isolée en cellule de haute sécurité. Papa, apprenant la nouvelle à l'hôpital, s'éteignit en murmurant « Malouve ». Victor et moi rentrâmes à Paris, amants improbables dans un monde purgé. La vengeance achevée, je peignis une dernière toile, une famille en cendres, phénix renaissant. Et dans les bras de Victor, sous les toits de Montmartre, je sus, la résurrection n'était pas solitaire. L'aube d'une nouvelle ère se leva sur Paris, imprégnée d'un parfum de liberté âpre, comme le café noir bu à la hâte dans un bistrot de Belleville. Victor et moi, unis par les chaînes invisibles de la survie, transformâmes l'appartement du 7e en atelier partagé, ses calculs financiers sur un mur, mes toiles sur l'autre, un équilibre précaire entre chiffres et couleurs. La fondation s'étendit, achetant des vignes en Languedoc pour des coopératives féminines, nos vins, baptisés « Phénix Rouge », devinrent le toast des dîners progressistes, un vin qui goûte la révolte. Mais la paix ? Elle était un mirage dans le désert de la mémoire. Élise, depuis sa cellule fortifiée à Fleury-Mérogis, tenta une ultime manœuvre, un livre de mémoire, La sœur oubliée, publié par un éditeur sensationnaliste. Les extraits fuitèrent, accusations de manipulation, de folie chez moi, portrait larmoyant d'une enfance volée. Camille m'a tué avant même de naître, écrivait-elle, peignant notre mère comme une sainte martyrisée. Le livre grimpa dans les charts, alimenté par des talk-shows sur France 2 ou des psy disséquaient, la jalousie édipienne des Dupont. Victor ragea, c'est de la diffamation pure. On contre-attaque ? Je secouai la tête. Non. Laissons-la hurler. Le silence est notre arme. Au lieu de cela, j'organisai une contre-exposition, Vérité enterrée, au musée d'Orsay, mêlant mes toiles à des archives judiciaires déclassifiées. Les visiteurs aux touristes japonais, bobos parisiens, curieux morbides déambulaient entre les sculptures de Rodin et mes fresques de trahison, lisant les facsimilés des lettres de maman, des verdicts d'Élise. Un critique du Figaro titra « Dupont, de la vengeance à la catharsis, un opéra moderne à la française ». La presse internationale suivit, un docu Netflix en gestation. Élise, furieuse, intenta un procès pour « atteinte à la vie privée », rejeté en appel, la condamnant à des dommages et intérêts que sa cellule ne pouvait payer. Papa, dans sa tombe au cimetière de Bordeaux, reçut une visite, moi, déposant une bouteille de Phénix Rouge sur la pierre. Tu m'as donné le feu, même en me niant. Merci. Et adieu. Maman hantait encore mes rêves,
mais comme une ombre bienveillante, un rappel de la fragilité humaine. Victor, cet ancien serpent, se révéla un pilier. Nous voyageâmes en Provence, recouvrant le mas de lierre et d'expositions pop-up. Là, sous les étoiles, il mit un genou à terre, pas pour l'argent, pas pour la gloire. Pour toi, Camille, la femme qui m'a appris à renaître. J'acceptais, non par romance hollywoodienne, mais par choix conscient un partenariat dans ce ballet impitoyable de la vie. Le twist final, inattendu, vint d'une lettre posthume de papa, découverte dans un coffre à la banque, un pardon écrit de sa main tremblante. Si tu es Camille la ressuscitée, comme maman l'a juré sur son lit de mort, alors sache, tu es ma fille, par le cœur. L'ouvrier? Un mensonge pour te tester. Tu as passé, avec les honneurs. Les caves sont tiennes, pour de vrai. Les larmes coulèrent, chaudes et libératrices. Pas bâtarde, mais élue. La famille, cette malédiction, se muait en legs. Des années passèrent. 2025 arriva, anniversaire de ma mort précédente. Élise, blanchie par le temps, fut libérée sur parole où une vieille femme brisée, vivant dans un studio HLM à Lille, écrivant des poèmes anonymes sur la rédemption. Elle m'écrivit une fois, « Pardon, sœur. J'étais le poison, tu étais l'antidote. » Je ne répondis pas, mais envoyai une caisse de vin. Victor et moi une fille, prénommée Liberté, élevée dans les vignes avec des pinceaux à la main. Mes toiles ornaient le Louvre, un legs permanent. Debout sur la colline de Provence, Liberté babillant à mes pieds, Victor à mon côté, je regardais le soleil se coucher sur les cyprès. La vengeance avait été un ouragan, destructeur et nécessaire, mais la vie, cette douce revanche, était le vrai triomphe. En France, terre de passion et de pardon tardif, j'avais appris, mourir pour renaître, c'est voler le destin et le réécrire en or pur. Et ainsi, sous le ciel éternel, je souris non plus à la rage, mais à la paix conquise.